On démarre, s'il vous plaît. Donc, je suis opérationnel, on y va. Donc, j'ai été quelque part par là, à quelques aspects pratiques. Donc, j'avais essayé de vous sensibiliser au fait qu'on doit faire un calcul de chimie quantique, qu'on a une notion en chimie quantique pour la plupart des programmes. Pour la plupart des programmes, on a une notion d'orbital moléculaire, c'est-à-dire qu'on décrit la fonction d'onde à partir d'électrons qui occupent des orbitales moléculaires. Et des orbitales moléculaires, c'est quoi? C'est des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Et j'ai donc besoin quelque part dans les ingrédients que je vais préciser pour mon calcul, ce qui va définir la précision du calcul, sa qualité, mais également la durée du calcul, j'ai besoin de définir ce qu'on appelle une base d'orbitales atomiques. Donc je vous avais parlé si je parle de la modélisation d'orbitales atomiques, il me faut quelque part une fonction mathématique pour décrire une orbitale. Vous avez dû voir à un moment donné que pour décrire une orbitale, j'ai besoin d'une partie radiale et d'une partie angulaire. Et peut-être même qu'un jour, vous avez vu à quoi ressemblait le polynôme qui décrit une partie radiale. Les polynômes de Laguerre, polynômes de Legendre. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous avez dû voir un petit peu ce que c'est, peut-être que vous avez vaguement vu une équation, donc c'est ça qui est implémenté dans les codes. Sauf qu'une orbitale, par exemple pour l'atome d'hydrogène, c'est décrit par une exponentielle, mais une exponentielle du type -r, ou petit r, moins alpha fois r, alpha c'est un exposant, qui est adapté à la nature de l'orbitale, et petit r c'est la distance électron-noyau. Et je vous ai dit pour des raisons historiques, liées au fait que les ordinateurs, quand tout ça a été conçu, il y a un demi-siècle, ils étaient beaucoup moins puissants qu'aujourd'hui. Pour des raisons historiques, les fonctions qui décrivent des orbitales atomiques, c'est des gaussiennes, en exponentielle moins alpha r carré. Donc il faut mettre en place ces ingrédients. On vous dira toujours, on ne vous demande pas pour l'instant d'avoir un esprit critique par rapport à la qualité des ingrédients qu'on met en entrée d'un programme. Et en particulier la base d'orbitales atomiques, c'est un de ces ingrédients. On vous dira toujours qu'est-ce que vous devez utiliser. D'accord ? Pour ceux d'entre vous qui un jour seront confrontés un petit peu plus dans le détail à ce type de calcul, soit parce que vous en ferez vous-même, pourquoi pas, hein, il y a des thèses mixtes, théorie-expérience par exemple, si vous destinez vers une thèse, ça peut arriver. Soit parce que vous êtes amené à travailler avec des théoriciens, et vous aurez besoin d'avoir un esprit critique par rapport à ce que va vous raconter le chimiste théoricien. Qu'est-ce qu'il a fait comme calcul? Est-ce que ce qu'il a fait c'est précis, pas précis, etc. Donc dans un cas comme dans un autre, vous serez peut-être amené à remettre le nez là-dessus et là avoir un esprit critique. Mais là pour l'instant on est en phase d'initiation. Hein, si je prends des mots-clés habituels, vous avez, quand on vous délivre des compétences, on vous demande, on a plusieurs niveaux. Quand on vous donne une compétence s'il vous plaît, compétence en termes d'initiation à un concept nouveau, à un outil nouveau. Donc là c'est plutôt phase d'initiation, maîtrise ou expertise. Donc on ne fait pas encore de vous des experts. Vous êtes quelque part entre, quand vous aurez fini les TP, vous serez quelque part entre des initiés et des maîtres, petits maîtres de modélisation. Donc là, j'avais essayé de finir là-dessus. Ça, c'est un exemple donc de l'analyse d'un résultat par Gaussian. Donc ça, c'est un travail que je fais actuellement, c'est un truc en cours. Je calcule des potentiels redox pour une collègue. En fait, ce qui nous intéresse, c'est un peu plus compliqué que les potentiels redox. Ce qui nous intéresse, c'est un processus c'est une réaction redox photoactivée. Donc il y a d'abord un accepteur de lumière qui reçoit de la lumière, qui va transmettre de l'énergie par transfert intermoléculaire à une espèce redox. Et cette espèce redox ensuite va de ce fait gagner de l'énergie. Ça va pouvoir permettre de ioniser le composé, de le passer sous sa forme plus, sa forme donc oxydée. Et à partir de là, on essaie de regarder un petit peu avec des mécanismes, des théories de mécanismes. Je vous ai montré des surfaces d'énergie, je vous ai montré des courbes d'énergie, je vous ai parlé de la théorie du complexe activé. Il y a des choses encore un petit peu plus sophistiquées quand vous voulez faire de l'activation par un état excité, de l'activation d'une réaction photo-induite. Donc, mais c'est des théories un petit peu comme ça aussi. Donc en tout cas, ça c'est un travail qui est en cours. Donc ça commence par un travail comme ça. La collègue m'a dessiné, donc ça c'est une molécule de carbazole.
qu'elle a synthétisés ou qu'elle a achetés, je ne sais plus, commercialement, je ne sais plus exactement, et pour lesquels elle a fait à la fois des manips pour étudier son spectre d'absorption UV visible, des manips pour étudier son émission, voir si, est-ce que c'est fluorescent, est-ce que c'est une molécule, phosphorescente. J'ai oublié que ce porte était effectivement pénible. Est-ce que c'est une molécule phosphorescente, fluorescente? Donc est-ce qu'elle a une longue durée de vie dans l'état excité? Est-ce qu'elle est oxydable? Ensuite, quelles sont ses propriétés redox? Donc il y a tout un tas de manips sous-jacentes. Et moi, ça démarre par le dessin 2D du composé. Ensuite, utiliser un builder typiquement Molden, hein, c'est celui-là. Un builder moléculaire pour fabriquer l'équivalent à 3 dimensions. Et ensuite, première étape, c'est par rapport à la géométrie que j'ai dessinée, c'est avoir la géométrie optimale. Donc je fais un calcul gaussien, je prends une méthode DFT, je prends une base, comme après c'est un composé qui commence à être un peu gros, même si j'ai une bonne puissance de calcul, je sais qu'après il y aura d'autres composés que celui-là qui vont être encore plus gros, donc je prends une base, je vous ai parlé d'un acronyme, le 631G DP, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai fait du 631G DP. La fonctionnelle, je vous ai parlé de B3LIP, là c'est pas B3LIP, j'ai fait une autre fonctionnelle qui est réputée être encore un peu plus fiable que B3LIP. B3LIP, c'est la fonctionnelle passe-partout, ça marche généralement bien. Mais je vous avais dit, on peut faire encore un peu mieux. Donc j'ai utilisé une fonctionnelle tant qu'à faire qui soit qualité publique, qui soit aussi irréprochable que possible. Et après, voilà le composé. Ça, c'est le composé de départ. Ici, donc le voilà. C'est une molécule. Donc c'est une molécule qui n'est pas tout à fait plane dans son état. En tout cas, je suis parti de ça. Je suis parti de ça. C'est plan ici, mais pour des raisons de conflit stérique, clairement, le phényl qui est en haut là ne peut pas être dans le même plan que la molécule. Et ensuite, on fait une optimisation de géométrie. Donc Movie. Oui, ça a un petit peu bougé. Et vous voyez que j'étais parti d'une structure plane, mais ce composé n'est pas plan, hein, c'est pas complètement anormal. Alors c'est optimisé, là on a l'impression que c'est en phase gaz, vous ne le voyez pas, mais sachez que je simule la présence du solvant. Je simule la présence du solvant. Si j'ai le temps à la fin de ces 2 heures, je vous dirai un peu comment on fait. Mais ça, c'est en présence d'un solvant. Un solvant qui n'est pas explicite, je peux déjà vous en dire 2 mots. En une façon, quand vous avez une molécule qui est dans un solvant, vous avez certes des interactions directes avec la première couche de solvatation de la molécule, avec sa première couche de solvatation, mais après, ce que ressent la molécule, c'est finalement la polarisation par le solvant et les moments dipolaires du solvant si vous avez un solvant polaire. Donc le solvant polarise le nuage électronique de la molécule, du soluté, d'accord? Et donc souvent ce qu'on fait, c'est au moins traiter cette polarisation. Donc dans l'hamiltonien, on a un terme spécial qui décrit l'effet de polarisation du solvant sur le soluté. Donc c'est ça qui est fait. Donc ça c'est sous influence d'un solvant. Et le solvant en l'occurrence, c'est le DMSO, c'est le diméthylsulfoxyde. Voilà, donc voilà le composé. Vous voyez que c'est pas plan. Ça, c'est l'optimisation géométrique qui a mené à ça. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est bien un minimum d'énergie? Est-ce que c'est bien un minimum? Donc, j'ai calculé les fréquences. Donc, ici, dans Molden, je demande les modes normaux de vibration, qui évidemment ont été calculés. J'insiste beaucoup. Molden, vous le verrez vite, Molden ne permet pas de faire un calcul. Molden, c'est juste un outil graphique. D'accord? Ce que j'ai chargé dans Molden, c'est le fichier qui a été produit par un autre logiciel qui est Gaussian. Gaussian 09, Gaussian 03, que vous aurez à votre disposition. Et vous avez ici des fréquences avec des fréquences extrêmement faibles. Vous avez toute la liste de fréquences. Ça démarre à 10 cm-1, mais il n'y a pas de fréquence négative. Rappelez-vous, je vous avais dit, si vous avez un état de transition, vous avez au moins une fréquence, négative. Je vous ai montré les courbes d'énergie. Je vous ai parlé de la notion de courbure, concavité, convexité. Et je vous ai caractérisé la forme de la surface d'énergie pour un état de transition. Et ça correspond donc à une fréquence négative. Il n'y en a pas ici, donc c'est bien un minimum sur la surface d'énergie potentielle. Et vous avez toutes les fréquences ici. La simulation du spectre qui est là, d'accord. Et comme je vous l'avais déjà montré, si vous cliquez sur une fréquence, par exemple ici la plus élevée, ça vous montre quels sont les atomes impliqués. Ce sont des élégations CH. C'est pas complètement stupide de trouver des élongations CH à 3200, 3300 cm-1. Voilà, donc vous avez ici toutes vos fréquences. Et si on regarde les plus faibles, évidemment les plus faibles par rapport à l'infrarouge,
Ça n'a pas de sens, on ne les verra pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Elles ont du sens, ces fréquences. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas les comparer à des données expérimentales pour des fréquences aussi faibles. C'est des modes très mous. C'est des modes très mous. Vous voyez à quoi ça correspond. Comme vous avez une molécule qui est très très grande, elle est très flexible à grande distance. Vous voyez, c'est une espèce de mouvement un petit peu. Je pense que vous le voyez. Je peux peut-être augmenter. Enfin, je vais laisser comme ça, je ne vais pas perdre trop de temps. C'est une espèce de mouvement de cisaillement des deux bras l'un par rapport à l'autre. C'est des mouvements de très grande amplitude. Dans les protéines, dans les biomolécules, vous avez les protéines, des modes de vibration des protéines qui sont aussi à très faible fréquence, ce qu'on appelle les modes mous. Vous savez que les modes durs, c'est haute fréquence. Après, vous avez des modes mous qui sont des modes angulaires, les modes de déformation angulaire, de bending, des modes de torsion qui sont à des fréquences beaucoup plus faibles. Donc, et à des fréquences encore plus faibles, quand vous avez des molécules des grandes dimensions, vous avez ce type de mode de type cisaillement à grande distance. Donc les deux bras qui se cisaillent l'un par rapport à l'autre. Bon voilà, donc là, ça c'est la première étape du calcul. Après, évidemment, on en fait quelque chose, je ne me contente pas, enfin, on en fait des choses, on a des modèles derrière. Ce qui m'intéresse, c'est un transfert d'électrons photo-induit. Donc après, j'ai toute une mécanique de réflexion avec des modèles dérivés de ce qu'on appelle la théorie de Marcus. Donc après, ça devient de plus en plus compliqué. Mais ça démarre toujours par un problème structural et un problème énergétique. Et un problème d'identifier, de caractériser si on a un minimum ou un état de transition. Donc ça démarre toujours comme ça. Donc comme je vous l'ai indiqué, après on fait un calcul de fréquence. Donc dans Gaussian, j'ai utilisé le mot-clé FREC. C'est exactement ce que je vous ai montré. J'ai utilisé le mot-clé FREC. Et j'ai utilisé Molden pour visualiser ça. Vous avez aussi l'information qui est dans un listing. Elle est dans le listing, mais tant qu'à faire, autant utiliser Molden qui vous donne quand même une information graphique. Et vous avez juste le petit bouton à cliquer sans avoir à vous embêter à aller chercher un listing. Alors, on peut également, quand on a Gaussian, une énergie DFT, quand on résout l'équation de Schrödinger, quand on résout H psi égale psi, cette énergie qu'on a ici, c'est presque l'énergie interne. C'est presque l'énergie interne. C'est pas tout à fait l'énergie interne. Alors je vous ai juste indiqué un petit peu comment on fait. Alors, ça c'est dérivé, les équations que vous avez ici à gauche sont dérivées ce sont des équations de thermodynamique. C'est une thermodynamique, alors il y a des équations thermo que vous allez reconnaître. C'est des équations de thermo. Ça mélange à la fois la thermodynamique et la chimie quantique, c'est-à-dire la vision théorique qu'on a disons de l'énergie interne d'une molécule. Donc l'énergie interne à 0 Kelvin, c'est la première équation ici, c'est l'énergie DFT, donc cette énergie-là, c'est celle de l'équation de Schrödinger, c'est celle-ci, plus ce qu'on appelle la zero point energy, donc ZPE c'est la zero point energy, et la zero point energy, c'est relié au fait, je vous en avais déjà parlé, c'est relié au fait qu'une molécule possède des modes de vibration. Donc c'est relié au mode de vibration de la molécule. Si on y réfléchit vaguement, juste avec les mains, comme ça, on peut se dire après tout, c'est pas complètement anormal que l'énergie interne, ça soit l'énergie des électrons et de l'interaction électron-noyau, plus quelque chose qui est en relation avec le fait que la molécule peut vibrer. Et ça vous donne l'énergie interne à 0 Kelvin. Si vous voulez avoir l'énergie interne à une température T quelconque, c'est l'énergie interne à 0 Kelvin plus un terme thermique. Alors ce terme thermique, c'est totalement hors programme. Donc ce que j'ai appelé E-terme. Donc c'est une correction thermique. Oui, j'ai oublié juste de souligner quelque chose. Je vais utiliser un code de couleur. La zero point correction, par exemple, vous l'avez ici. Donc cette ZPE, c'est ça. Ce que j'ai marqué là, c'est un extrait du listing de Gaussian. Donc là, vous serez obligé d'aller voir dans le listing. Oui, pardon. La ZPE, c'est intrinsèque, c'est quelque chose de tabulé. Il faut avoir calculé les fréquences de vibration pour l'obtenir.
Donc c'est pas tabulé, c'est intrinsèque et ça dépend de la molécule et très précisément de la géométrie que vous avez calculée. Si vous regardez un butadiène par exemple qui va être 6 et le butadiène trans n'auront pas tout à fait la même ZPE, ils ont quasiment les mêmes modes de vibration, à quelques fifrelins près quand même, d'accord? Et donc vous n'aurez pas exactement la même ZPE. Et ça, nous on le calcule. Donc il n'y a pas de tabulation pour les ZPE, c'est issu d'un calcul de modélisation par chimie quantique. Donc ça, c'est l'énergie interne. Après, vous voyez que vous avez une ligne dessous, ce sont les corrections thermiques. Et vous avez la correction thermique à l'énergie, la correction thermique à l'enthalpie, et la correction thermique à la Gibbs Free Energy, c'est le G standard. Donc ici, la première ligne, c'est ce que j'ai appelé la ZPE. La deuxième ligne, c'est le E terme de mon équation. Et ça, c'est pour calculer le H standard, et ça, c'est pour calculer le G standard. Donc c'est ce qu'on rajoute à l'énergie DFT. Donc cette contribution thermique, ça je ne peux pas vous dire d'où... Enfin, je peux juste vous dire d'où ça sort. On l'a déduit grâce à des équations. Donc c'est déduit d'équations de thermodynamique. Mais c'est des équations de ce qu'on appelle la thermodynamique statistique. Donc ça, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre la chimie moléculaire et la physique moléculaire. Donc pour nous, c'est une boîte noire. Donc les chimistes théoriciens de mon espèce, on sait à peu près comment c'est fait, la thermostat. Ça fait partie de notre culture de base. Mais voilà, vous n'avez jamais vu ça. Vous avez déjà vu la thermo, ce qui est déjà assez compliqué comme ça. Je ne pense pas que pour la plupart d'entre vous, vous ayez vu de la thermostat. Mais sachez qu'il y a des équations thermodynamiques et statistiques dans la machinerie qui permettent de déduire ça. Et ça prend en compte, en fait, ça prend en compte non seulement les modes de vibration, mais ça prend en compte aussi le fait qu'une molécule, quand elle est soit en phase gaz, soit en solution, elle peut avoir des mouvements de translation, elle peut aussi avoir des mouvements de rotation, et pour certains cas, vous avez un état électronique fondamental, vous avez aussi des états électroniques excités, pour tout le temps, et ça prend en compte aussi le fait que statistiquement, à une certaine température T, une molécule peut éventuellement être non seulement dans son état fondamental, mais avoir une certaine probabilité d'être dans un état excité. Et derrière, il y a des équations basées sur la loi de Boltzmann, en fait. Voilà, c'est basé sur la loi de Boltzmann. Vous avez vu au moins la constante de Boltzmann à un moment donné. La constante de Boltzmann fois le nombre d'Avogadro, c'est la constante de gaz parfait. Voilà, donc il y a un lien. Je vous rappelle que la constante des gaz parfaits, R, c'est la constante de Boltzmann fois le nombre d'Avogadro. Et donc il y a une relation entre la thermostat qui s'appuie sur la constante de Boltzmann et la thermodynamique macroscopique qui dépend de la constante des gaz parfaits. Qui ne dépend pas que de la constante des gaz parfaits, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'était ça votre question? En fait, c'est de trouver la description de la distribution de Boltzmann pour le système. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Absolument. Ouais, parce que moi je fais aussi à titre personnel, dans ma recherche, je fais des calculs sur des nanoparticules et sur des surfaces, je fais de la catalyse hétérogène, ou quelque chose qui se rapproche de la catalyse hétérogène, et dans ces programmes-là que j'utilise, ces termes-là ne sont pas calculés, donc je prends une feuille Excel et je les calcule à la main. Il faut que je sache comment ça marche. Après, si je veux l'enthalpie, alors ce que vous disent pas les programmes, c'est qu'ils travaillent dans l'approximation des gaz parfaits souvent, même si c'est en solution. Puisque qu'est-ce qu'on fait après? On dit H égale, alors si ça, jusque-là ça va, on dit H égale U plus PV. Oui, mon équation suivante, ça fait partie de votre culture de base en thermo, H égale U plus PV. Et par contre, après, qu'est-ce qu'on dit? Quand on va calculer un delta H standard d'une réaction, on va dire que c'est le delta U standard, si je veux le delta U standard, parce que le terme PV, je ne sais pas trop comment l'évaluer. Je travaille toujours dans l'approximation des gaz parfaits, en tout cas c'est ce que font les programmes en standard. Et il rajoute la somme des nuits des espèces gazeuses fois RT. Vous avez dû faire ça à un moment donné dans vos études de thermo, première année. En thermo première année, on enseigne ça. H égale U plus PV, on vous fait ou non la démonstration, et après on vous dit, mais H égale U plus, on prend que les gaz parfaits, on fait une approximation, et on considère que H c'est U plus la somme des nuits des gaz parfaits, somme des nuits des coefficients stoichiométriques des espèces gazeuses fois RT.
Bon, après, je ne décris pas tout dans le détail, mais sachez qu'avec ces équations de thermostat, l'entropie standard à une température T est elle aussi reliée à la connaissance des modes de vibration. Et du coup, si vous avez calculé ici l'enthalpie standard dans l'approximation des gaz parfaits et que vous connaissez l'entropie standard, ben vous en déduisez l'énergie libre de Gibbs, qui est H moins TS. Donc ici, vous à la fin, qu'est-ce que vous allez exploiter? Si vous ne voulez pas trop vous poser de questions de qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres, comment c'est calculé, si vous avez besoin de l'enthalpie libre standard, elle est ici. Ce terme-là, cette dernière ligne, c'est G standard. Alors Gaussian, par défaut, il travaille à 298 Kelvin. Il le fait à température ambiante. Il y a un mot-clé dans le Gaussian, si on veut, on peut le calculer à une température. Et donc, vous voyez bien, G égale H moins TS, partout vous avez la notion de température. Donc, par défaut, c'est calculé à 298 Kelvin, à température ambiante. Donc, vous allez dans le listing et vous cherchez cette ligne-là, la somme des énergies électroniques et de la correction thermique à l'enthalpie libre standard, et vous l'avez là. Les énergies sont négatives, hein, c'est normal. Je vous rappelle que l'énergie d'un atome d'hydrogène, par exemple, de l'orbital 1s de l'atome d'hydrogène, c'est moins 13,6 électronvolts. Vous savez bien que les énergies sont négatives. C'est pareil pour des molécules, et c'est plus bas que la somme des énergies des atomes séparés. Alors, si on veut faire de la réactivité, c'est mon 6e paragraphe. Donc, je vous ai dit, dans tout problème, ça va commencer par évaluer la géométrie optimale des espèces en présence, donc des réactifs, des produits et des états de transition, et des intermédiaires de réaction, s'il y a plusieurs étapes. Donc, ça consiste à rechercher et optimiser les réactifs et les produits. Et on applique, donc on cherche les réactifs, les produits, et on applique des algorithmes d'optimisation spécifiques pour l'état de transition. Parce que quand vous avez un profil réactionnel comme ça, par exemple, les réactifs et les produits, ce sont des minima. Ça, c'est un minimum. Ça, c'est un minimum. Et l'état de transition, c'est un maximum selon la coordonnée de réaction. Donc j'insiste là-dessus, c'est le maximum selon la coordonnée de réaction. D'accord? Ce petit schéma tout bête, c'est le petit schéma où en abscisse, j'ai une coordonnée de réaction. Alors, dans les années 80, la façon de faire de la réactivité, c'était plutôt basé sur la théorie des orbitales moléculaires. Vous avez tous dû faire à un moment donné une petite application de la théorie des orbitales frontières. Par exemple, pour les Toulousains, vous avez fait Diels-Alder avec moi en L3. Donc, c'est l'application de la théorie des orbitales frontières. Donc, si je regarde ici cette réaction d'un acide protique avec un alcène, ici c'est le propène, ça va me donner un produit majoritaire, où le produit majoritaire, donc, c'est le 2-chloropropane. D'accord? Donc il y aurait pu aussi avoir le 1-chloropropane, tout dépend comment se dissocie la molécule d'acide sur la double liaison. Est-ce que le proton va venir attaquer ce carbone-là ou ce carbone-là? Et du coup, le chlore, est-ce qu'il va attaquer? Quel est le carbone qui va attaquer? Donc vous avez la règle de Markovnikov, par exemple, en chimie organique, hein, qui vous permet de savoir quel est le produit majoritaire. Vous savez que la règle de Markovnikov qui vous dit que je vais y arriver. Le nucléophile X- va attaquer l'atome qui possède le moins d'hydrogène, alors que le proton va attaquer l'autre carbone. Donc ça peut se rationaliser en théorie des orbitales frontières, où on regarde l'évaluation. Alors ça, c'est juste une copie de mon cours de L3. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde en théorie des orbitales frontières l'interaction entre la HOMO et la LUMO du premier réactif, donc du propène, avec la HOMO et la LUMO de l'acide. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on faisait dans les années 80, qu'on fait encore aujourd'hui sur des systèmes qui restent un peu simples, qu'on fait toujours, même sur des systèmes plus compliqués, au moins dans sa tête, pour vérifier que l'ordinateur, parce que de plus en plus aujourd'hui, on fait des simulations de l'ordinateur. Donc on est amené à vérifier que l'ordinateur, il n'est pas parti dans une voie de garage, qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu dans sa tête quelques principes chimiques de base
Principe chimique comme les règles standards, pourquoi pas de la chimie organique ou de la chimie organométallique, ici Markovnikov, et pour voir si on est Markovnikov ou anti-Markovnikov, ça peut arriver quand même. Donc on a besoin d'avoir en tête quelques règles de base de chimie, et puis avoir en tête aussi un petit peu de facteurs orbitalaires, ça ne peut pas faire de mal non plus, parce qu'on sait que pas mal de réactions sont gouvernées par les orbitales, par les électrons, par les orbitales, par les facteurs orbitalaires. Donc en théorie des orbitales frontières, on va regarder l'interaction homo-lumo. Et les orbitales les plus proches en énergie, c'est la homo du propène et la lumo de l'acide. Or, à quoi ressemblent ces orbitales? Alors là, j'aurais dû tricher sur ce dessin. Elle est un peu plus grosse, l'orbitale ici. Je triche un peu. Hein. Je triche un peu. C'est un peu plus gros sur le carbone terminal que sur le carbone central. Et l'acide chlorhydrique, vous avez HCl, l'hydrogène est ici, le petit bout rose qu'on voit là, c'est le chlore. D'accord. Et la LUMO est fortement développée sur l'hydrogène. Or, la théorie des orbitales frontières vous dit que l'interaction se fait sur le site, quand vous avez un problème de sélectivité, de régiosélectivité en l'occurrence. La théorie des orbitales frontières vous dit que la réaction se fait sur le site pour lequel il y a le plus fort recouvrement entre les orbitales. Donc le plus fort recouvrement, puisque là vous avez un gros lobe, c'est que c'est d'abord l'hydrogène qui va attaquer. Et où c'est que c'est le plus gros? Donc c'est là que j'ai un peu triché, parce qu'à cette échelle-là on ne le voit pas bien, mais là où c'est le plus gros, c'est ici. Donc l'attaque de l'hydrogène se fait bien sur le carbone terminal. Et du coup le chlore, il n'a pas le choix, il va réagir sur le carbone central. Donc on retrouve Markovnikov avec les orbitales. Donc cette réaction est totalement Markovnikov. Ça c'est approche années 80-90. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va calculer des chemins de réaction. Alors on ne calcule pas tout le chemin. On calcule, donc aujourd'hui c'est une approche quantitative et computationnelle. On va calculer l'énergie des réactifs. On va calculer l'énergie des produits. Et on va calculer l'énergie de l'état de transition. Je rappelle que mes transparences sont en anglais, transition state en anglais. Donc on va calculer l'énergie de l'état de transition. Pour chacune de ces espèces, il faudra faire une optimisation de géométrie. Donc ce que vous avez là, ce sont les énergies des formes optimisées qui sont reportées sur ce diagramme. L'échelle est en kilocalories par mol. Alors on ne se refait pas, hein. Moi je suis trop vieux, j'ai travaillé en kilocalories par mol depuis trop longtemps, et c'est pas des kilojoules enfin, je devrais faire des kilojoules, mais tous mes points de repère énergétiques sont en kilocalories par mol. Voilà. Désolé. Donc c'est en kilocalories par mol. Donc l'énergie du... alors ce qu'on met ici à 0, c'est l'énergie des réactifs, c'est notre référence. Peu importe. Hein. Donc ce qui est reporté ici, en échelle, en ordonnée, ce qui est reporté, ce sont des différences d'énergie, plus précisément. D'accord? Et donc, on calcule la différence d'énergie par rapport aux réactifs qui sont là, l'acide et le propène. Donc ça, c'est notre référence en énergie. Quand vous faites cette réaction, vous avez deux voies, la voie Markovnikov et l'anti-Markovnikov. Et je vous rappelle que vous avez un nuage électronique, un nuage pi. Vous avez un nuage pi évidemment sur le propène. Et donc vous avez d'abord, comme l'hydrogène il est positif, vous avez d'abord la formation d'un complexe qu'on appelle un complexe pi. Donc ce sont des aduits, ce qu'on appelle aussi des aduits, qui correspondent à une stabilisation du système. C'est-à-dire quand vous avez le réactif qui approche par rapport à l'autre, quand il trouve sa voie, son chemin d'accès pour venir réagir, d'accord, ben, il se crée d'abord un petit complexe, hein, qui est un petit peu plus stable que les deux entités séparées. En général, ça se passe toujours comme ça. Donc vous avez d'abord une légère stabilisation, donc 5 kcal par mol, c'est pas énorme, hein, 20 kJ. Et ensuite, ben, regardez, lisez sur la gauche, on va regarder l'addition Markovnikov. Donc là, les deux, ils ont l'air à peu près similaires, mais ils ne sont pas tout à fait, c'est pas exactement les mêmes. Et quand on fait l'addition Markovnikov, ça c'est l'état de transition. L'état de transition, vous avez d'abord l'hydrogène qui vient attaquer le carbone terminal. Et alors, ce n'est pas encore tout à fait la bonne géométrie du méthyle, hein, vous voyez, il est un peu tordu le méthyle. Et vous avez l'atome de chlore
qui est, alors là il n'y a pas des pointillés, mais il est en interaction encore avec son hydrogène, et il va venir attaquer le carbone central. Mademoiselle, s'il vous plaît. Il va venir attaquer le carbone central. Et là vous avez le produit, le 2-chloropropane, ici. L'anti-Markovnikov, il manque un atome, c'est vrai. L'anti-Markovnikov, il manque le... J'ai oublié, c'est vrai qu'il me manque le chlore, là. Donc vous avez le... Regardez la différence entre la gauche et la droite. C'est vous avez ici cet hydrogène qui a attaqué le carbone central. Moi, je peux le simuler. J'ai tout à fait le droit de le simuler dans l'ordinateur. Ici, vous avez le chlore qui va venir attaquer le carbone terminal. Et le produit de la réaction, c'est le 1-chloropropane. Alors maintenant, si vous regardez les énergies, ça se joue à pas grand-chose, mais ça suffit. Vous voyez que le 2-chloropropane, regardez son énergie, il est à moins 29 kcal à peu près, alors que le 1-chloropropane, il est à moins 26. Donc le 2-chloropropane, c'est le produit thermodynamique. C'est le produit thermodynamiquement le plus stable. C'est le produit thermodynamiquement le plus stable. Et si vous regardez l'état de transition, de surcroît, l'état de transition ici est par rapport à la voie d'entrée à 27 kcal par mol, alors que l'autre est à 35 kcal par mol. Donc c'est aussi le produit cinétique. Les deux coïncident dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on ne voit jamais expérimentalement la mission anti. Dans ce cas-là, non. Après, ça va dépendre de la barrière relative, c'est-à-dire que la population d'occupation du 1-chloropropane, enfin de l'autre produit, de la voie concurrente, va dépendre de la différence d'énergie thermodynamique et cinétique. Et après, ça va dépendre aussi de l'énergie, de la température à laquelle vous faites la réaction, etc. Mais avec une loi boltzmannienne, on peut s'amuser à le calculer. On pourrait peut-être simuler la compétition cinétique ou le contrôle cinétique et thermodynamique. Absolument. Ah oui, tout à fait. Avec précision, sans problème. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est de calculer quand vous faites de la cinétique, vous avez un Arrhenius, prenons Arrhenius, vous avez K égale A exponentielle moins EA sur RT. Donc la barrière qu'il y a ici, c'est directement l'énergie d'activation. Ce qui n'est pas facile, c'est le facteur pré-exponentiel. Parce que lui, c'est un facteur qui est lié à la collision des molécules les unes par rapport aux autres. Le facteur pré-exponentiel, c'est un facteur de collision, en fait. Alors généralement, on considère, quand on a deux mécanismes comme ça, on considère que ce soit Markovnikov ou anti-Markovnikov, que les deux facteurs de collision sont exactement les mêmes, et donc on se contente de comparer les énergies d'activation. Donc c'est suffisamment précis à cette restriction-là. Donc maintenant, côté pratique, je veux chercher un état de transition. Supposons que ma réaction Markovnikov, anti-Markovnikov, que ce soit ça. Et donc l'état de transition, vous voyez, il est ici. Et quand on fait une optimisation de géométrie, on démarre toujours, que ce soit pour un état de transition ou pour autre chose, on démarre toujours par faire une hypothèse de départ. Et donc là, on a vraiment intérêt... Pour les états de transition, c'est pire encore que pour les minima. On a vraiment intérêt à avoir une très bonne idée de à quoi ressemble l'état de transition. Il faut vraiment réfléchir dans sa tête, 3D, en 3 dimensions, à quoi ça ressemble. Donc on a ce qu'en anglais on appelle un educated guess. Donc il faut intuiter la géométrie en réfléchissant un peu à quoi ça peut ressembler. En ayant en tête, est-ce que ça va être un état de transition tardif, précoce, vous mettez en jeu tout ce que vous savez sur votre réaction. Bon, vous pouvez essayer 2 hypothèses, état de transition tardif, état de transition précoce, ou état de transition un peu intermédiaire. Donc chercher les états de transition, c'est pas forcément facile. Il ne faut pas faire n'importe quoi au départ. Nos programmes ne sont pas non plus miraculeux. Vous ne mettez pas des atomes dans une espèce de soupe comme ça en espérant que... vous feriez pas ça en chimie expérimentale, de mettre des trucs dans une soupe en espérant que ça va vous donner le produit que vous espérez, que vous visez, d'accord? Ça ne marchera pas comme ça en chimie expérimentale. Vous devez faire, quand vous faites de la synthèse organique ou inorganique, vous devez faire ça avec soin, vous appuyez sur des histoires de rétrosynthèse, enfin voilà. Vous ne faites pas n'importe quoi. Ben nous c'est pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si je mets des atomes n'importe comment, je n'aurai pas la solution. C'est pas magique. Donc il faut définir une géométrie départ. Donc là par exemple c'est une bonne hypothèse, c'est un educated guess, puisque vous voyez je ne suis pas très loin de l'état de transition. Il faut quand même que j'ai bien réfléchi. C'est-à-dire que si vous partez d'ici par exemple, si vous partez d'ici, vous n'allez jamais tomber
et que vous espérez aller là, non, j'exagère un peu, je vais mettre de l'autre côté. Si je pars d'ici et que j'espère aller là, je ne vais jamais y arriver. Parce qu'il va falloir que je passe d'abord par une première vallée, que je remonte. Voilà. Donc, comment on fait? Le plus dur, c'est ça. Et après, le mot-clé, c'est vraiment super facile, parce que le mot-clé, on dit qu'on veut optimiser, et entre parenthèses, on met TS, Transition State. C'est tout. Donc, la partie la plus délicate, c'est ça. Ça, c'est le point... le plus délicat. Et après, c'est un mot-clé de base. Bon, je vais sauter ça. Est-ce que je le saute? Oui, donc voilà, juste je vous montre ici un extrait de listing, d'input. Bon, qui est relié à l'exemple que je viens de sauter là, mais peu importe, moi ce qui m'importe là c'est les mots-clés. Je veux gagner un peu de temps pour aller faire la fin. Vous voyez ici, bon, j'avais la chance d'avoir un ordinateur qui me proposait 8 cœurs. Donc nproc c'est le nombre de processeurs, c'est le nombre de processeurs. La mémoire, j'ai demandé 8 gigaoctets de mémoire, ce qui est raisonnable, 1 gigaoctet par cœur. Donc ça c'est 1 gigaoctet par cœur. Ensuite, je fais du B3Lib. La base, c'est une base standard, 631 GDP. Je fais une optimisation de l'état de transition. Et je finirai avec un calcul de fréquence. Alors, je vais juste commenter ça. Ça, c'est 2 mots-clés que vous devrez rajouter systématiquement. Donc, je vous le dirai en TP. Quand on demande à calculer l'état de transition, alors surtout le mot-clé le plus important de mon point de vue, c'est lui, c'est calcfc. Calcfc, ça veut dire calculate force constants. C'est-à-dire, c'est calcul de fréquence préliminaire. Calcul de fréquence, calcul préliminaire des fréquences. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça donne un aperçu à l'algorithme, ça indique à quoi ressemble la courbure de la surface d'énergie potentielle au point de départ. Puisque quand on fait un calcul de fréquence, ce qu'on demande à Gaussian, c'est de remonter sur la surface d'énergie pour aller trouver un col. Donc s'il a une idée non seulement de la pente, mais s'il a en plus une idée de la courbure, ça lui facilite les choses pour savoir plus finement dans quelle direction il doit aller. Donc ça donne une idée de la courbure de la surface d'énergie potentielle au point de départ, à la géométrie de départ. Donc c'est surtout le calcfc qui m'importait de vous commenter. Le reste, vous le mettrez aussi. Vous verrez en TP si vous éprouvez le besoin de savoir à quoi ça sert. Je ne veux pas tout mélanger au départ. Voilà, donc je vous ai montré... je vais vous montrer un exemple. J'avais pas un autre exemple que celui-là, moi. Non, bon. Oui, alors je vais prendre cet exemple finalement. Je vais vous montrer un autre exemple que celui qui est dans le cahier. Alors ça c'est un composé. Ah, comment on appelle ça? Zut. C'est un...
C'est un nom précis qui ne me revient pas. Bref, c'est un thiol en tout cas, ça c'est sûr, le nom chimique. La famille, c'est un thiol. Le jaune, là, c'est du soufre, hein, donc c'est SH, c'est un thiol. Et c'est un... Enfin, c'est pour réparer les radicaux libres. Donc ici, ce qui intéressait les collègues, c'était de fabriquer un réparateur de radicaux libres. C'est un nom plus précis que ça, je suis désolé, mais ça ne me revient pas. Donc j'appelle ça un réparateur de radicaux libres, de radicol OH point. Donc ici, en jaune et blanc, c'est pas OH moins, c'est OH point, c'est un radical. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir des radicaux comme ça? Donc les collègues en question, ils travaillaient avec la Direction Générale à l'Armement et ils voulaient définir des bons composés pour en cas d'irradiation. Quand on subit une irradiation, l'irradiation est suffisamment forte pour réaliser une dissociation homolytique des molécules d'eau qu'on a dans le corps, OH point plus H point. Et donc, pour essayer de lutter contre ça, puisque vous savez que les radicaux sont extrêmement virulents, pour essayer de lutter contre ça, ben, l'idée c'est d'utiliser des composés qui vont pouvoir donner des protons, d'accord, et qui après vont pouvoir, eux, être aussi inoffensifs que possible quand même dans le corps humain. Donc ce serait d'ingérer des espèces de ce genre, comme une espèce de médicament. Donc ici, la réaction qui est considérée, je vais vous l'écrire. Voilà, donc l'idée c'est que vous avez un thiol RSH plus HO point qui va donner RS point plus H2O. Et ensuite, il y a une deuxième étape, c'est qu'en général, un composé comme ça, il dimérise pour donner un pont disulfure et pour donner RS, donc là c'est un point, hein, c'est des points tout ça, RSSR. Voilà. Donc, bon, je ne dis pas que la théorie a été très très utile dans ce contexte, mais disons que pour valider quelques-unes de leurs observations, ils voulaient savoir si c'était à peu près cohérent avec l'énergie de cette réaction, et en particulier sur la barrière cinétique qu'il faut franchir pour faire cette réaction. C'est une réaction en une étape. Hein. C'est une réaction, ça clairement, en une étape. Hein. Il n'y a pas d'intermédiaire de réaction, donc il y a un seul état de transition. Okay. Donc c'était une petite étude relativement simple et rapide, et il s'agissait juste de voir si ça collait, si ça corrélait en fonction de R. Est-ce que l'activité observée in vitro corrélait avec cette barrière d'activation de façon aussi linéaire que possible, ou bien est-ce qu'il y avait quelque chose de caché dessous, plus compliqué que la simple barrière d'activation. C'était ça le petit apport de la théorie. Donc le contexte, c'est ça. Voilà, le contexte, c'est ça. Et donc ça, si tout va bien, c'est l'état de transition correspondant. Donc l'état de transition ici, alors on va le vérifier. Je vais demander à voir les modes de vibration, et vous voyez que cette fois-ci, il y a une fréquence négative à moins 255 cm-1. Et je vous ai dit, à un moment donné, je vous ai refait un petit schéma mal foutu sur un petit format, je vous ai dit, attention, quand on regarde la courbe comme ça d'évolution, c'est selon la coordonnée de réaction. Donc l'état de transition qui est représenté, il est selon la coordonnée de réaction. Et cette coordonnée de réaction, vous l'avez ici dans ce mode, ce qu'on appelle le mode imaginaire. Donc si je regarde à quoi il ressemble, alors je n'ai pas vérifié depuis longtemps, j'espère que c'est le bon fichier. C'est un peu rapide. Si j'ai un peu de temps, vous le voyez à peu près, je voudrais ralentir un peu le processus. Ça marche. Et je vais allonger un peu, tout ça est arbitraire. Donc je ralentis le temps numérique et je rallonge un peu le mouvement. Ça devrait marcher. Voilà, j'ai un peu exagéré le mouvement, hein, je l'ai amplifié pour... Et vous voyez ce mode imaginaire, ça vous montre la coordonnée de réaction. C'est bien ce mode-là
il vous indique à quoi ressemble la coordonnée de réaction. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le thiol, et de l'autre côté, vous avez la molécule d'eau. Donc à l'état de transition, c'est bien l'état de transition qui vous permet de passer d'un côté du thiol plus H au point, à de l'autre côté S point plus H2O. Donc quand vous regardez votre mode de vibration, vous avez ici un moyen visuel de vérifier à quoi ressemble la coordonnée de réaction et est-ce que c'est bien la réaction que vous voulez modéliser. Est-ce que c'est bien l'état de transition de la réaction que vous voulez modéliser, de l'étape que vous voulez modéliser, puisqu'on considère nos réactions comme potentiellement des réactions multi-étapes. Celle-là, c'est clairement une réaction en une seule étape. D'accord? Donc là, mon mode imaginaire, la conclusion de cette partie-là, c'est que mon mode imaginaire, c'est la coordonnée de réaction. Vous donne une idée visuelle de la coordonnée de réaction. D'accord? Donc voilà, donc clairement, là, j'avais atteint l'objectif qui était de calculer, après en faisant des différentes énergies, de calculer la barrière d'activation de cette abstraction de H point, cette réparation de l'eau. Voilà, donc ici, donc une remarque importante à cette étape-là, quand vous allez prendre vos notes, que vous reprendrez tout ça, c'est que la fréquence, ce qu'on appelle la fréquence imaginaire, c'est-à-dire négative, elle est reliée à la coordonnée de réaction, hein, quand vous avez votre réaction ici qui passe par cet état de transition, que vous tracez une énergie en fonction de la coordonnée de réaction, la fréquence imaginaire est reliée à la coordonnée de réaction. Donc ça vous permet visuellement de savoir, dans un sens, le sens reverse, que vous allez vers l'un des deux minima, le réactif, et dans le sens forward, que vous allez vers le produit. Voilà. Donc ça, c'est la remarque importante de cette partie-là. Clairement, votre fréquence imaginaire vous permet d'avoir une visualisation de la coordonnée de réaction. Vous voyez que c'est un mode collectif, hein, vous avez tous les noyaux qui bougent en même temps. Enfin, pas tous ceux qui sont importants pour cette réaction, en tout cas. J'ai fait exprès de mettre écrit reverse et forward, parce que c'est des mots-clés qu'on va retrouver dans Gaussian. C'est des mots-clés qu'on va retrouver dans Gaussian. Alors pourquoi? Parce que quand on a une réaction chimique, hein, il nous faut systématiquement, lorsqu'on veut faire de la réactivité, il faut systématiquement vérifier chacune des réactions élémentaires qu'on a. Il faut vérifier qu'elles connectent bien la vallée des réactifs et la vallée des produits. Donc là, par exemple, ça, ce serait un profil de... Hein, c'est cette fonction-là, cette surface d'énergie-là. Vous avez ici en ordonnée l'énergie et en abscisse deux coordonnées de réaction, CR1, CR2. Et donc, par exemple, sur un cas comme ça, je vois, enfin, moi qui ai l'habitude, je vois clairement, c'est pas la provocation, hein, mais je vais vous le commenter en détail, je vois clairement que c'est une réaction pour passer de là à là qui se fait en deux étapes. D'accord? Elle se fait en deux étapes. Pourquoi? Alors, c'est la même surface qui est représentée à droite, elle est représentée en courbe d'isocontour. Si vous faites de la randonnée, que vous regardez les cartigènes, pour voir les dénivelés sur une cartigène, vous avez des contours comme ça. C'est comme ça que ça vous permet de repérer. Plus les contours sont proches, c'est que vous avez un pic, une montagne abrupte. Et si les contours sont très larges, c'est que vous descendez gentiment dans une vallée en pente douce. D'accord? Donc les cartigènes, pour donner des notions de dénivelé, vous avez des contours, pareil. Mais c'est pareil, c'est une représentation en contour, en isocontour, ce qu'on appelle un isocontour. Chaque contour correspondant à un niveau d'énergie, en fait. Quand vous avez une cartigène, un contour ne correspond pas à un niveau d'énergie, ça correspond à une altitude. Donc, si je regarde ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une vallée, la vallée 1, alors que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est la plus profonde, donc une vallée, la vallée 1, c'est celle-là. Là, il y a une deuxième vallée, ça c'est la vallée, je vais tout de suite l'appeler la vallée 3, c'est elle. Et regardez ici, on la voit là, là il y a une vallée 2, ici. Là c'est la vallée 2.
Et vous avez en courbe, en isocontour, je vois bien les cols. Les cols ont vraiment, et c'est la même chose pour les cols sur les cartigènes. Hein. Allez voir une cartigène, vous pouvez aller regarder sur internet, hein, c'est un accès libre. Allez voir une cartigène, quand vous avez un col, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez un col ici, et vous avez un col là. Donc là, vous avez ici l'état de transition qui permet de passer de 1 à 2. Et là, vous avez l'état de transition qui permet de passer de 2 à 3. Donc ça, c'est une réaction en 2 étapes. Vous avez 1 qui va vers 2, qui passe d'abord par 2, et qui lui-même va vers 3. Et donc vous avez 2 états de transition. Si vous n'avez pas anticipé, d'accord, si vous n'avez pas anticipé qu'il peut y avoir un intermédiaire réactionnel, quand vous allez chercher l'état de transition, si vous avez choisi votre état de transition, si vous l'avez choisi comme état un état de transition précoce, vous allez tomber, puisque je supposais ici que je passais de 1, oui c'est ça. Si vous avez choisi un état de transition précoce, vous allez tomber sur celui-là. Et si vous avez essayé de faire un design d'un état de transition qui va être tardif, si vous définissez un état de transition tardif, vous allez tomber sur cet état de transition-là. Et donc en fait, vous risquez de rater l'état de transition de l'étape limitante. L'un de ces 2 états de transition est plus haut que l'autre. Donc, et là je ne sais pas qui c'est. Je ne vois pas bien. Donc l'un de ces, ça doit être celui qui passe de 2 à 3 apparemment. Oui, c'est celui qui passe de 2 à 3. Donc l'état de transition, l'étape limitante, elle est là. Donc si vous cherchez à optimiser un état de transition précoce, vous allez tomber sur l'état de transition de l'étape 1 vers 2. Or l'étape limitante, c'est celle-là. Et donc vous n'allez pas tomber sur le bon état de transition et vous allez en tirer la mauvaise conclusion. Donc on a toujours intérêt à savoir, à être sûr, et des fois l'analyse du mode vibrationnel imaginaire ne suffit pas. Il faut être sûr qu'on a l'état de transition qui connecte bien les 2 réactifs produits que l'on regarde. Donc il y a des algorithmes qui permettent de faire ça, et vous les utiliserez en TP. Donc la question à laquelle on cherche à répondre, c'est est-ce qu'un état de transition réellement connecte la vallée du réactif avec la vallée du produit? Et donc il y a des algorithmes pour faire ça, et cet algorithme, c'est ce qu'on appelle l'algorithme IRC, c'est ce qu'on appelle Intrinsic Reaction Coordinate, c'est le suivi de la coordonnée de réaction. Donc c'est le suivi de la coordonnée de réaction. Donc c'est ce qu'on appelle une path following method, c'est une méthode qui consiste à suivre le chemin réactionnel. Donc vous l'utiliserez en TP. Voilà, je m'étais même amusé à dessiner un profil encore plus compliqué. Alors en quoi ça consiste, hein? Un IRC, vous partez, je vais refaire le schéma, tant pis, je vais le refaire à la main, j'ai pas assez de place. Ah si, c'est là. Vous partez de l'état de transition, donc un IRC, on part de l'état de transition, d'accord? Et en fait, l'idée, c'est de descendre petit à petit. Donc on cherche à descendre lentement pour ne pas rater un virage. On cherche à descendre lentement le long du chemin réactionnel, donc le long de la coordonnée de réaction, d'accord, soit dans le sens forward, soit dans le sens reverse. Donc en fait, ça revient à faire des tout petits pas. C'est pas vous qui les faites, hein, c'est l'algorithme. Il fait des tout petits pas pour essayer de trouver. C'est comme si vous êtes en pleine nuit, vous êtes en haut d'un col, vous voulez descendre. Tant qu'à faire, vous voulez descendre par le chemin de moindre énergie, c'est-à-dire celui qui va le moins vous fatiguer, d'accord? Mais c'est en pleine nuit, vous avez juste une petite frontale à la noix et vous êtes là, vous faites des petits pas et vous cherchez comme ça, par approche successive, où est le chemin optimal. Mais c'est pareil, d'accord?
Et vous faites un choix, soit vous prenez à partir du col, soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc on part d'ici, et ça c'est les algorithmes IRC, et à droite c'est l'IRC en sens reverse. Donc on fait juste des petits pas. Une fois qu'on a fait ces petits pas, la deuxième étape, hein, je vais prendre un code couleur, la deuxième étape, la deuxième étape, ça va être à partir d'un certain moment, donc c'est pas vous qui le définissez, hein, c'est l'algorithme, à partir d'un certain moment, après l'IRC, c'est faire une exploration rapide. Je reprends toujours les termes de balade parce que vraiment, le terme paysage d'énergie potentielle est vraiment un terme consacré maintenant. Donc on fait une exploration rapide pour descendre vers la vallée, la plus proche. C'est-à-dire qu'après, ce qu'on fait, c'est une optimisation de géométrie. Donc après, ça descend beaucoup plus vite, hein, ici ou là, pour aller beaucoup plus rapidement vers la vallée, soit du réactif, soit du produit. Donc au début, c'est à petits pas, et après, c'est... voilà. Donc en fait, ça revient à faire, hein, ça revient à faire un enchaînement de 2 calculs. D'abord un calcul d'IRC et ensuite une optimisation de géométrie. Donc vous apprendrez à faire ça. Donc on enchaîne 2 calculs. Et ça, dans chacune des directions. C'est pas très compliqué, vous verrez. Voilà, il y a quelques précautions à prendre, mais voilà, faut bien gérer ces fichiers et savoir d'où on part. Intrinsic Reaction Coordinate, la coordonnée intrinsèque de réaction. Et OPT? Optimisation. Et c'est pour ça que j'ai mis OPT, parce que c'est le mot-clé dans Gaussian. D'accord? C'est une optimisation. Donc IRC, c'est la recherche en fait de la coordonnée de réaction, c'est intrinsic, je vais y arriver, Reaction Coordinate, et opt, c'est optimisation. Donc ça, vous verrez en TP comment ça marche, hein. Mais moi je vous sensibilise aux raisons pour lesquelles on doit faire ça. Donc voilà concrètement comment ça marche. J'ai le droit, je vous ai dit, on enchaîne 2 calculs. On enchaîne 2 calculs. Ici, c'est un enchaînement de 2 calculs. Et donc dans le fichier Gaussian, dans le fichier d'input, on a un fichier d'input avec un enchaînement de 2 calculs. On a un fichier d'input avec un enchaînement de 2 calculs. Si vous regardez ici, on demande à faire un IRC dans le sens forward. Et puis ici, alors on a également 2 mots-clés qui sont... donc, je dirai après les mots-clés. Donc vous avez, ça c'est la première étape, hein, 1. Et ici vous avez un mot-clé qui s'appelle link1, qui est une façon en interne de dire à Gaussian, tu lances un run, tu fais tout ce qu'il faut dans la première étape, qui est l'IRC, et après tu lances en interne une deuxième étape. Donc on enchaîne 2 calculs, et cette deuxième étape, c'est faire une optimisation suivie d'un calcul de fréquence. D'accord? Donc ça c'est un IRC, et après on fait une optimisation, un calcul de fréquence. Donc l'étape 1, l'étape 2, l'étape 1 c'est ça, l'étape 2 c'est ça, d'accord, enfin dans un sens ou dans l'autre. J'ai pris forward ici, hein. Oui, forward. Donc l'étape 2 c'est ça.
Et je vous propose de faire 5 minutes de pause. C'est 37 à ma montre, vous revenez à moins le quart, dernier quart. Hein. Moins le quart, vraiment dernier quart. Hein. Je démarrerai même à 44, je pense, précise. Juste comme j'enregistre, je vais mettre en pause. Je sauve d'abord, au cas où il y aura un problème. Alors des exemples tirés d'applications récentes pour la réactivité. Donc ça c'est l'exemple, c'est l'activation stéréospécifique d'une liaison CH dans des amines et dans des acides aminés. Donc le problème de l'activation CH, c'est un problème important, et là en particulier, ce qui intéressait les collègues du CEA qui ont fait ça, du CEA Saclay, c'est par rapport au marquage isotopique. Hein. S'il vous plaît, mesdemoiselles, c'est toujours là-bas où... Là. Mesdemoiselles, hein, je vois des reflets blancs là-bas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc c'est une question de marquage isotopique par du deutérium. Donc moi après l'application du marquage isotopique, de l'enrichissement isotopique de composés d'intérêt pharmaceutique, des composants des acides aminés naturels ou synthétiques, par rapport au développement en pharmacologie, je ne suis pas sûr de bien comprendre exactement où est-ce que ça se situe, mais en tout cas c'est ça le contexte. Et on m'a expliqué que ça pouvait être extrêmement important, et d'ailleurs il y a des demandes d'argent au niveau de l'Europe assez substantielles pour soutenir ce type d'études, de recherche, l'activation CH stéréospécifique pour faire une substitution isotopique hydrogène-deutérium. Donc, ce qui a été fait ici, c'était de voir des nanoparticules de ruthénium. Alors, ces nanoparticules de ruthénium stabilisées par un polymère, un polymère de polyvinylpyrrolidone. Donc, la nanoparticule de ruthénium, elle est là. La nanoparticule de ruthénium, il faut savoir que dans la façon dont elle a été synthétisée, sur sa surface, il y a plein de deutérium. Donc, vous avez ici la nanoparticule à droite, hein, qui est là, qui est couverte, les petites boules blanches, c'est du deutérium en fait. Donc sur un truc comme ça, typiquement, 1,3 nanomètres, c'est en gros une centaine d'atomes de ruthénium, et on sait qu'il y a à peu près pour 1,5 fois, enfin la charge en hydrogène, la charge en deutérium, c'est à peu près, sur le ruthénium, on sait que c'est à peu près 1,5 fois le nombre d'atomes de ruthénium de surface. Entre 1,5 et 1,6, peut-être même un peu au-dessus. Et les petits vermicelles, là, gris-noir, ils sont là pour représenter le polymère en surface qui stabilise la nanoparticule. Donc vous avez une solution de nanoparticules de ruthénium couverte de deutérium et protégée par des polymères, du PVP. Donc en fait, vous avez ici un système 2 en 1 en quelque sorte. C'est une nanoparticule et c'est un 2 en 1. C'est-à-dire vous avez à la fois un réservoir de deutérium et c'est aussi un catalyseur. Un catalyseur de ruthénium. Donc c'est un système 2 en 1. Et si vous faites une manip dans des conditions douces, donc vous prenez ces nanoparticules en solution. Bon là moi j'ai représenté une amine, mais ça va marcher aussi avec des acides aminés. Pour éviter que votre réservoir il soit vidé, vous renouvelez votre réservoir en permanence en faisant cette réaction sous une pression de D2, de dideuterium, de dihydrogène, 2 bars, 55 degrés pendant 36 heures en conditions douces, et vous faites la substitution, vous observez un enrichissement isotopique, 99%, vous avez un rendement excellent, 99%. Ici, et c'est toujours la substitution se fait sur le carbone qui est un alpha de la fonction amine, et vous pouvez multiplier les exemples autant que vous voulez. Donc là c'est tous les acides aminés naturels ou de synthèse qu'avaient considéré les collègues du CEA, et vous avez systématiquement les petits cercles bleus que vous avez là, c'est l'endroit où a été fait l'enrichissement isotopique. Alors parfois vous avez un deuxième cercle qui est gris, et c'est toujours en alpha d'un endroit où vous avez un azote, un hétéroatome. Comme ici, comme là, d'accord. Donc vous enrichissez toujours en alpha de l'hétéroatome,
quand il n'y a qu'un azote, qu'une fonction amine, c'est toujours un alpha de cette amine. Donc ça, c'est une approche expérimentale. C'est une approche expérimentale. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des super rendements, donc les rendements sont supérieurs les rendements sont systématiquement, pour tous ces cas-là, supérieurs à 80, voilà, je veux dire 90, il y a peut-être un ou deux qui sont inférieurs. Super rendement, donc procédé extrêmement efficace. Et en plus, ce qui est très important, comme c'est pour des applications pharmaceutiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de changement de chiralité. La plupart de ces carbones, ils sont chiro, d'accord? Ce sont des centres chiro. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique pour laquelle il y a une rétention de configuration systématique. La question, après, évidemment, vous pouvez être content de votre procédé, mais la question, c'est pourquoi ça marche, quel est le mécanisme réactionnel, et pourquoi est-ce qu'il y a rétention de configuration. Ben là, on peut s'amuser à faire une étude par chimie théorique. Une étude, alors ça, c'est un mécanisme réactionnel multi-étapes. C'est un mécanisme réactionnel multi-étapes. Donc la première étape, ici, c'est l'adsorption. Donc là, je regardais une amine simple pour essayer de se simplifier un peu la vie. C'est une adsorption via le doublet non liant de l'azote. Donc le doublet non liant de l'azote, donc c'est une liaison sigma-donneur. Hein, c'est donc une interaction sigma-donneur de l'amine sur la surface métallique. Il n'y a pas beaucoup de mystère là-dedans. Et vous avez tout autour des deutériums, alors j'ai écrit D étoiles parce que ce sont des deutériums adsorbés. Et vous avez un premier état de transition, parce qu'après vous pouvez penser que votre molécule va s'absorber au mieux. Il y a un premier état de transition où la molécule va se mettre en situation pour venir permettre l'activation CH. Et pour permettre l'activation CH, il faut que le CH se rapproche de la surface. La surface ne va pas activer la liaison carbone-hydrogène si cette liaison est à grande distance de la surface. Donc vous avez une première petite barrière, 13,2 kcal, c'est rien, hein, 60 kJ par mol, c'est absolument rien. Donc vous avez une petite barrière de 60 kJ par mol, où d'abord vous avez eu moi je le vois en termes orbitalaires, votre doublet non liant de l'azote qui va venir interagir au mieux avec une lacune sur la surface, d'accord, une orbitale vacante sur la surface. Et puis ensuite, il y a une petite réorganisation de la géométrie et de la densité électronique pour permettre à la liaison CH de se rapprocher. Ensuite, vous avez ici la formation, enfin un premier état de transition qui mène vers ce composé, c'est lui. C'est lui. Et ça, c'est un dimétallacycle, hein. Je l'écris là. Un dimétallacycle, donc ça fait une forme cyclique. Et c'est grâce à ce dimétallacycle qu'il y a rétention de configuration. Puisque vous avez ici création d'une liaison carbone-ruthénium, ici. Donc le carbone, il est piégé dans une configuration géométrique bien précise, grâce à cette interaction carbone-ruthénium. En rose, ici, on repère l'hydrogène. Vous l'avez là. Donc vous avez ici l'hydrogène que vous retrouvez ici, que vous retrouvez là, l'hydrogène de la liaison CH que vous retrouvez ici, qui est entouré tout autour sur la nanoparticule de deutérium. Donc vous avez ici formation d'une liaison ruthénium-carbone, d'un dimétallacycle qui piège la configuration géométrique, c'est rigide, hein, ça rigidifie cette configuration, ça la piège. Ça c'est l'état de transition correspondant, ici, qui est à 30 kcal. Ce qui n'est pas complètement inaccessible, c'est encore assez raisonnable, 30 kcal, 120 kJ par mol, ce n'est pas une état de transition trop inaccessible, ça va. Donc il est à 30 kcal. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les hydrogènes qui migrent, cet hydrogène-là, vous l'avez ici, il est très mobile, les H et les D sont très mobiles, on sait par ailleurs qu'ils sont très mobiles sur la surface de la nanoparticule. Ils sont très mobiles sur la surface. Donc on sait qu'ils bougent beaucoup. Il y a des expériences de RMN qui ont montré ça. Ils sont extrêmement mobiles, donc ils bougent. Et donc comme vous avez un hydrogène qui vient se perdre au milieu de tas de molécules, de tas d'atomes de deutérium, il y a une probabilité non négligeable qu'ensuite, vous ayez votre système qui fasse le chemin inverse. C'est ce pointillé-là, ça c'est le chemin inverse.
C'est-à-dire, c'est exactement ce même chemin-là, mais où c'est un deutérium qui a pris la place de l'hydrogène. Et donc, vous finissez avec votre hydrogène, celui de départ, il est là, il est resté sur la surface. Il est resté sur la surface, et ensuite, là, vous avez juste grâce à la thermo, vous pouvez désorber votre composé, et votre composé, il est deutéré au lieu d'être hydrogéné, donc il est deutéré, on est parti d'un composé hydrogéné, non, là, c'est quand même, c'est trop, on est parti d'un composé hydrogéné, et à la fin, il est deutéré. Donc ça, c'est une addition oxydante, suivie d'une élimination réductrice. Donc là, c'est l'état de transition de l'addition oxydante. C'est addition oxydante puisque formellement, les hydrogènes sur la surface, c'est des hydrures. Donc c'est une addition oxydante. Voilà, donc ça c'est un... Évidemment, ce calcul-là n'est pas fait en amont de l'expérience, d'accord? Il est fait après l'expérience. Il est là pour interpréter l'expérience. Donc ce n'est pas du prédictif. On n'en est pas encore au point où on peut essayer de faire du design d'une réaction chimique et d'un concept. On ne va pas faire du design en amont. Donc généralement, ça vient, ce type d'étude-là vient en aval. Donc une fois qu'une réaction est faite, qu'un concept a été prouvé expérimentalement, on essaie de comprendre un peu mieux comment ça marche, pour ne pas juste se contenter de la recette. D'accord? On ne va pas se contenter de la recette qui est là, on va essayer de comprendre pourquoi la recette fonctionne. Voilà, donc c'est ça que ça peut apporter dans ce contexte-là. Ça, c'est une deuxième hypothèse de mécanisme réactionnel. Et ça, c'est une métathèse de liaison sigma. Vous avez vu ce que c'est quelque part, une métathèse de liaison sigma? Métathèse de liaison sigma, ça vous dit rien? Les gens qui ont fait un peu d'inorganique, d'organométallique, doivent savoir ce que c'est. Donc là, c'est une métathèse de liaison sigma. Ce n'est pas une addition oxydante. Pourquoi? Parce que là, vous formez... tout à l'heure, je formais un hydrure sur la surface. Donc c'était oxydant parce que je déposais un hydrure sur la surface. Un hydrure, donc formellement, vous avez H- ruthénium+. Donc vous faites un trou dans le ruthénium pour donner l'électron à l'hydrogène. Ici, l'intermédiaire réactionnel, donc là, je reviens en arrière, c'est une addition oxydante parce que là, vous avez, sur cet intermédiaire réactionnel-là, d'accord, c'est résumé ici, sur cet intermédiaire réactionnel-là, vous formez, donc cet intermédiaire réactionnel, c'est lui, d'accord, vous formez ruthénium deutérium. Donc vous formez un... Alors c'est pas un hydrure, c'est un deutérure. On doit dire deutérure. Deuteride en anglais. Deutérure. D'accord? Donc formellement, c'est du D-. Lui là. D'accord? C'est pour ça que c'est oxydant. Comme vous formez un... Vous posez sur la surface un deutérium qui, par rapport au métal, va venir oxyder le métal. Donc c'est une addition oxydante. La différence avec celui-là, c'est que ici, votre intermédiaire réactionnel, il est là. Ce n'est pas une addition oxydante. D'accord? Vous formez, en fait ici, l'intermédiaire, il est là. Vous formez un complexe sigma HD. On sait qu'on peut les avoir sur des... Même avec juste un centre métallique, hein, il suffit d'un centre. Donc on forme ici un complexe sigma HD, qui est stable sur la surface. Et donc ça, c'est une addition, une métathèse de liaison sigma. Ce n'est pas oxydant, puisque H2 est neutre. H2 ne vient pas piquer de la densité électronique, pas trop piquer de la densité électronique au métal, de façon formelle, en termes de nombre d'oxydation. Donc là, vous formez un complexe sigma HD. Et vous voyez qu'ici, tout à l'heure, c'était 30 kilocals, 31, non 30. Et vous voyez que là, c'est encore un peu plus petit, c'est 28 kilocals. Ça se joue à pas grand-chose, mais en tout cas, ça c'est l'étape, c'est un peu plus facile à faire que l'autre. Donc si le calcul il est à peu près précis, on peut penser que cette étape-là, qui se fait par formation d'un complexe sigma HD, ici, donc on peut penser que ce complexe-là, cette voie réactionnelle-là, pardon, est un peu plus favorable que la précédente. Donc ça, c'est une deuxième hypothèse de mécanisme. Et vous avez en fait deux chemins réactionnels en compétition. Après, il faudrait multiplier les exemples, faire d'autres cas, voilà, mais il semblerait que celui-là soit un petit peu plus favorable que l'autre. En tout cas, les deux sont favorables. Les deux sont favorables.
Donc voilà, donc c'est intéressant de montrer que sur ces nanoparticules, vous pouvez avoir deux types de chemins réactionnels bien connus, deux types de mécanismes réactionnels bien connus en chimie organométallique, en catalyse homogène, métathèse de liaison sigma d'un côté, addition oxydante, élimination réductrice de l'autre. Après, on peut faire aussi de la spectroscopie. Parce que ce qui est intéressant avec, enfin, dans ce type d'approche que j'essaie de vous montrer, l'idée c'est de faire en permanence un dialogue entre théorie et expérience. Donc le théoricien, il n'est pas dans son coin, on ne lui donne pas un concept en lui disant d'explorer le concept. En permanence, ce qu'il y a de bien, c'est de discuter avec les expérimentateurs, de confronter nos résultats et de voir un petit peu si on est d'accord ou pas. Alors des fois, quand on n'est pas d'accord, soit c'est parce que nous, théoriciens, on s'est complètement planté, soit, mais ça arrive aussi, c'est parce que l'expérimentateur n'a pas observé ce qu'il croit. Ça m'est arrivé quelques fois. Alors le premier outil le plus facile, je vous en ai déjà parlé, c'est la spectrovibrationnelle. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais aller vite. Le mot-clé, c'est FREC. Avec Molden, je vous ai déjà montré qu'on peut visualiser les modes de vibration. Et donc on peut simuler un spectre infrarouge ou Raman. D'accord. Attention cependant. Attention. Les intensités ne sont pas très fiables. Le calcul des intensités avec les logiciels de chimie quantique, le calcul des intensités n'est pas extrêmement fiable. Donc les fréquences elles-mêmes sont fiables. Disons que les intensités entre un mode intense, strong, ou un very strong, vous ne ferez pas la différence avec Gaussian. On ne peut pas trop faire la différence entre les deux. D'accord ? Par contre, si vous avez un mode très intense et un mode très faible, entre weak et strong, là, vous ferez la différence. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais dans le détail, ne cherchez pas trop de la structure fine sur les intensités avec Gaussian. Ne cherchez pas à faire une analyse trop fine, ça ne marchera pas très très bien. Donc je vous ai déjà montré des exemples. Voilà. Vous pouvez comparer point à point. Vous prenez n'importe quelle molécule pour lesquelles vous avez des banques de données exhaustives. Là, j'ai pris l'exemple du toluène. Vous calculez les modes de vibration du toluène et vous allez pouvoir interpréter tous les modes, y compris les modes mous, ce qui n'est pas toujours facile à faire avec des tables. Y compris les modes mous, c'est une aide à, ici, c'est une aide à l'assignation. C'est une aide à l'assignation des modes durs. Mais à la limite, pour les modes durs, on n'a pas besoin de la chimie théorique. Vous prenez les tables infrarouges, ça suffit largement. Par contre, pour les modes mous, ça peut aider, parce que ce n'est pas toujours facile, même avec les tables. Donc, l'assignation des modes durs et des modes mous. Vous savez, quand vous avez un benzène qui est substitué, suivant que c'est ortho, métapara, s'il est disubstitué, vous allez avoir des modes mous qui vont vous permettre de distinguer la disubstitution, par exemple. Bon, c'est dans les tables, mais c'est pas toujours très très facile à voir des fois. Si vous avez ce genre d'outils à votre disposition, ça peut faciliter l'assignation. Et je ne parle pas évidemment des cas plus compliqués. Ça, c'est un exemple de cas plus compliqué pour lequel vous n'avez pas grand-chose dans les tables. Donc ça, c'est une nanoparticule de ruthénium qui est couverte de monoxyde de carbone. Alors le contexte, c'est ce qu'on appelle la réaction de Fischer-Tropsch. C'est pour faire de la réaction catalysée par le ruthénium entre de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, qui est une réaction qui donne des alcanes et de l'eau. Donc c'est là, voilà. Donc là, vous avez ici le spectre expérimental obtenu avec un appareil infrarouge transformé de Fourier de base. Donc ce sont toujours des nanoparticules de ruthénium PVP qui ont été exposées sous une, c'est écrit là, qui ont été exposées sous une pression de 0,5 bar de CO pendant 2 heures en vert. Donc ça c'est un suivi par infrarouge de l'absorption du CO sur la surface. Donc en vert c'est pendant 2 heures. En noir, la mesure a été faite au bout de 6 heures d'exposition de la nanoparticule. Et en rouge, c'est une analyse au bout de 12 heures d'exposition de la nanoparticule. C'est pour voir comment petit à petit le CO vient se mettre sur la surface. Ça se fait progressivement. Donc ils viennent pousser les espèces qui sont en surface et ça se met à la place des espèces présentes.
Donc on peut s'amuser à calculer les modes de vibration par la théorie. Je vous ai mis ici combien de temps ça coûte. Hein. En temps humain, donc ça c'est la simulation des modes de vibration de ce composé-là. Il y a 55 atomes de ruthénium et, je ne sais plus, il doit y avoir une cinquantaine de monoxyde de carbone, donc ça fait dans les 150 atomes à peu près. Ça prend 55 heures de temps humain. 55 heures de temps humain. C'est fait sur 128 cœurs, ce qu'on appelle 128 cœurs. Donc c'est 55 heures de temps humain distribuées sur 128 cœurs de l'ordinateur. Donc c'est ce qu'on appelle un calcul parallèle. Hein. C'est un calcul parallèle. Hein. On exploite l'architecture parallèle des ordinateurs. Et donc 55 heures de temps humain, ça représente 7000 heures de temps calcul. Pour l'ordinateur, ça lui a coûté 7000 heures. Voilà, donc c'est fait sur un gros centre de calcul, ça ne peut pas se faire avec un petit ordinateur. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça vous permet de savoir un peu. Là, vous avez la simulation du spectre. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet d'interpréter. Vous avez ici quand même une bande de CO. Hein, là, vous avez en rouge une bande de CO qui est large. Elle est vraiment très large. Et on peut interpréter par les calculs. Hein, on a aussi une bande de CO qui est large. On a la même chose en calcul. Idem en DFT. Puisqu'en DFT, vous avez ici votre bande de CO. Vous voyez, elle est large puisqu'elle s'étend à peu près de 1850. Il y en a même un peu, 1800. Ouais, c'est ça. Elle va à peu près de 1850 jusqu'à 2000, allez, on va dire, j'exagère, 2050 cm-1. Par la théorie, comme d'habitude, on sous-estime un peu. Donc moi, je démarre à 1700 jusqu'à 2000. D'accord, donc je suis un peu décalé, mais je trouve bien aussi une bande large. Alors l'intérêt, c'est que ça me permet d'avoir confirmation, si je me rappelle bien. Là, on a des CO. Vous voyez sur la surface ici, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la surface, vous voyez, vous avez des CO qui sont, par exemple lui, c'est un CO dit terminal. Mais par exemple, si vous regardez bien là, ce n'est pas juste une erreur de la représentation, vous avez un CO, il est pontant. Le carbone est lié simultanément à deux ruthénium, deux métaux. On dit qu'il est pontant. Donc ça permet de faire la distinction entre les CO terminaux à faible fréquence et les CO pontants à forte fréquence. Voilà. Donc on peut analyser dans le détail l'origine de l'élargissement de cette bande de CO et faire le lien avec des modes de coordination différents du CO. Et ça, c'est des trucs qui ne sont pas dans des tables. Vous n'avez pas ça dans les tables. Donc c'est ça aussi l'intérêt de petite approche théorique en complément. On peut calculer aussi des propriétés RMN. Vous le ferez en TP. On peut calculer les déplacements chimiques. Alors, j'ai rappelé ici, vous connaissez mieux la RMN que moi, j'ai rappelé ici que vous avez besoin d'avoir des noyaux qui ont un spin nucléaire. La RMN de base que vous connaissez, c'est la RMN des noyaux de spin 1,5. La RMN du proton, la RMN du carbone 13, la RMN du fluor 19, la RMN du silicium 29, la RMN du phosphore 31. En général, vous faites de la RMN en solution, mais on peut faire aussi de la RMN du solide. Donc il faut, pour avoir un signal RMN, que vous ayez un noyau d'un spin différent de 0. Donc il faut que le spin nucléaire soit différent de 0. C'est le spin nucléaire. Et après, il faut que vous avez une notion de moment magnétique, vous avez une notion de rapport gyromagnétique. Donc voilà, vous connaissez le facteur de Landé, tous ces trucs-là. Voilà. Donc après, il y a toute la théorie de la RMN qui est sous-jacente. Bien évidemment, ça va être d'autant plus facile d'avoir un signal RMN et de voir assez rapidement que vous aurez une abondance de l'isotope que vous regardez, une abondance isotopique importante, ou que vous aurez fait la substitution appropriée, par exemple les substitutions par du carbone 13 si nécessaire. Alors, je veux quand même vous rappeler un truc. Je vous rappelle un truc, c'est que le déplacement chimique est donné par cette formule. Le déplacement chimique que vous obtenez sur vos spectres, c'est la fréquence de résonance. Qu'est-ce que je dis Landé de l'armor c'est la fréquence de résonance du noyau que vous considérez, moins la fréquence de résonance d'une référence. Donc si je suis en proton, la référence par exemple, ça va être le TMS. Alors aujourd'hui, c'est des références internes dans les appareils de RMN. Mais bon.
c'est la référence du TMS, divisé par nu0, qui est la fréquence caractéristique de l'appareil. Ça, c'est le calcul du déplacement chimique, et c'est multiplié par 10 puissance 6, ce 10 puissance 6, puisqu'on exprime les déplacements chimiques en partie par million. En fait, nu sur nu0, donc vous avez aussi une relation entre la fréquence et la constante d'écran. Donc cette même formule, si vous l'exprimez en termes de constante d'écran, vous avez en fait le déplacement chimique ici, qui est égal à la constante d'écran de la référence, moins la constante d'écran du noyau que vous considérez, fois 10 puissance 6, toujours pour avoir quelque chose en partie par million. Donc un déplacement chimique, c'est la constante d'écran d'une référence, moins la constante d'écran du noyau dans la molécule que vous regardez, fois 10 puissance 6. Si vous avez votre constante d'écran qui est directement exprimée en ppm, d'accord, j'ai exactement la même chose, mais ici j'ai exprimé constante d'écran en ppm, j'ai multiplié par 10 puissance 6 en fait. Donc sigma ref ppm, c'est sigma ref fois 10 puissance 6, d'accord, je l'injecte dedans. Donc le déplacement chimique, c'est une différence entre deux constantes d'écran. Tout ça, il se fait de façon interne. Jadis, en RMN, on mettait quelques gouttes de TMS, par exemple, de la référence, pour avoir la référence mesurée simultanément avec l'échantillon. Et aujourd'hui, même souvent, c'est des références internes, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Bref. Alors, la constante d'écran, c'est ça qu'on calcule en pratique. Donc, en chimie quantique, on calcule des constantes d'écran. Donc, en chimie quantique, on calcule des constantes d'écran. Alors pour vous, la constante d'écran, c'est un nombre. La constante d'écran, c'est un nombre. Pourquoi? Parce que vous faites de la RMN en solution. Pourquoi est-ce que vous faites de la RMN? Pourquoi est-ce que dans la RMN, vous avez besoin d'avoir un spinner, de faire retourner votre tube? Et pourquoi vous avez besoin d'avoir un liquide? D'accord, avec une concentration non négligeable en composé que vous voulez mesurer. Mais parce que le spinner et le liquide, ça vous permet d'avoir toutes les orientations statistiquement possibles de votre composé. Tête en haut, tête en bas, à gauche, à droite, comme ça, voilà, dans tous les sens. Et donc, le fait de tourner, vous savez aussi que vous devez tourner. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché à tracer un spectre, faire une acquisition sans faire retourner le tube. On peut s'amuser à faire ça. Si vous faites ça, vous allez avoir un spectre beaucoup moins bien résolu que si vous le faites tourner. Donc, le fait de le faire tourner, donc la rotation du tube, c'est pour avoir un déplacement chimique qui est dit isotrope. C'est-à-dire concrètement, le déplacement chimique isotrope, c'est ça, c'est un pic. Là, je suppose que je n'ai pas de couplage, évidemment, sur cet exemple. J'ai un noyau qui n'est pas couplé, bien sûr. Donc c'est pour avoir un déplacement chimique isotrope, c'est pouf, un pic. À la limite, si vous ne faites pas tourner, alors vous avez encore en solution, c'est pas tout à fait vrai, mais supposons que vous fassiez maintenant de la RMN de l'état solide. Je ne sais pas si vous avez vu les principes de la RMN de l'état solide. Les histoires d'angle magique, tout ça, ça vous dit rien? Quand vous allez RMN d'état solide, vous pouvez faire de la RMN, au lieu de faire de la RMN sur un composé en solution, vous pouvez le faire sur un cristal. Si votre composé cristallise, vous pouvez très bien définir un cristal. Vous mettez ça sur l'axe du machin que vous allez faire tourner. Et vous faites tourner, au lieu de faire tourner le tube avec plein de molécules dedans, vous avez les molécules qui sont rigides les unes par rapport aux autres, et vous faites tourner le cristal avec une très haute fréquence. Je ne sais plus combien, c'est des milliers de tours par seconde. C'est la RMN, solide. Après, une histoire d'angle magique, c'est encore une autre histoire. Donc au lieu de faire tourner un tube, vous faites tourner un cristal. Ça revient au même. Donc si vous faites de la RMN à l'état solide, vous avez ici toutes les molécules, je vais manquer de place, toutes les molécules qui sont orientées dans le même sens. Toutes les molécules qui sont orientées dans la même direction. Et au lieu d'avoir un pic, vous avez ce machin-là. Bon, imaginez, vous avez une seule molécule
si vous arriviez à faire un spectre RMN sur une seule molécule dans une orientation quelconque, s'il n'y avait qu'une seule molécule, votre déplacement chimique il ressemblerait à ça, au lieu de faire un pic. Pourquoi? Parce que derrière, la constante d'écran, ce n'est pas un nombre, c'est une matrice. On appelle même ça un tenseur. Donc la constante d'écran, c'est une matrice. Et de façon générale, quand vous avez en RMN de l'état solide un signal qui ressemble à celui que j'ai dessiné là, d'accord, vous avez, pour avoir un seul pic qui correspond à la constante d'écran isotrope, donc pour passer du signal bleu à un pic que j'ai vaguement symbolisé en vert, il faudrait faire tourner la molécule très très rapidement autour de son axe d'inertie. Donc il faudrait faire ça. Et donc une constante d'écran, en fait, ce n'est pas vraiment un nombre. La constante d'écran, c'est une matrice. Et le fait de tourner en solution et d'avoir plusieurs molécules orientées permet de passer, en quelque sorte, d'un point de vue mathématique et physique, ça permet de passer de la représentation matricielle de la constante d'écran à la constante d'écran dite isotrope. Alors, ce qui est fait en pratique, parce que je suis obligé de vous dire ça, parce que vous allez calculer des déplacements chimiques théoriques et vous allez avoir besoin d'aller chercher les informations dans Gaussian, dans le listing, c'est que Gaussian calcule une constante d'écran dite anisotrope, donc une matrice. Quand vous avez une matrice, après vous diagonalisez la matrice. Ça vous donne une matrice, ici celle-là va vous donner 3 valeurs propres issues de la diagonalisation. Et la constante d'écran isotrope, c'est la moyenne des valeurs propres. Et sachez que ça, ce n'est pas juste un truc de chimie théorique. Si vous êtes amené à faire de la RMN du solide, vous allez retrouver exactement ces notions-là. On ne vous parlera plus de constante d'écran isotrope, d'une valeur numérique ou de déplacement chimique isotrope. On vous parlera, pas de problème, au revoir. On vous parlera de constante d'écran isotrope et vous reverrez des profils comme ça. Donc si vous allez à l'IPBS, de l'autre côté de la route de Narbonne, là, qui est derrière l'ULCC, où ils font de la RMN à l'état solide de biomolécules cristallisées, il n'est pas impossible que vous voyez des signaux comme ça. Et vous direz, ah tiens, chimie théorique, ils nous en parlait aussi. Concrètement, quand vous allez voir un listing Gaussian, d'accord, vous allez pouvoir directement aller chercher la valeur de la constante d'écran. Vous avez un listing, mais je vous dis pourquoi il y a tous ces nombres. Vous retrouvez ici la matrice, toutes les valeurs de la constante d'écran sous sa forme matricielle, c'est ça. Vous avez ensuite les valeurs propres de la matrice, eigenvalues, c'est les valeurs propres, c'est ça, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Eigenvalue, c'est valeurs propres. Et si à la limite maintenant vous voulez oublier tout ça et que vous voulez juste d'un point de vue purement efficacité aller chercher l'information qui vous intéresse, la constante d'écran, c'est ici isotropique. Donc vous voyez par exemple ici pour le premier carbone, la constante d'écran, donc eigenvalue, c'est valeur propre. Et vous avez ici isotropique, cette valeur-là, c'est ça, c'est sigma iso, c'est ce qui vous intéresse. C'est la constante d'écran isotrope. Et Gaussian le calcule simultanément pour tous les noyaux de la molécule. Donc vous avez en même temps ici la constante d'écran, par exemple, isotrope du carbone 13. Donc ça, c'est considéré comme un carbone 13. Et là, vous avez la constante d'écran isotrope. Ici, vous avez des hydrogènes. L'atome 56, c'est un hydrogène. Vous avez la constante d'écran isotrope de l'hydrogène, du proton. Donc vous allez dans votre listing, vous pêchez directement les valeurs des constantes d'écran. Mais ce n'est pas encore la valeur propre. Ce n'est pas encore le déplacement chimique. Là, je passe. D'accord, ce n'est pas encore le déplacement chimique. Donc là, il manque juste une opération. Je pense que vous le ferez en TP aussi. C'est que pour calculer le delta, par exemple, d'un proton, il faudra calculer
la constante d'écran, des protons, du TMS. Donc quand vous faites une manip, ancienne méthode, vous mettez quelques gouttes de TMS dans votre solution. D'accord? Donc vous mettez ensemble dans votre manip la référence et le composé. Nous, on fait un calcul sur le composé et un calcul séparé sur le TMS. Vous avez la constante d'écran du proton et vous faites la différence. Vous allez trouver à peu près pour le TMS, c'est de l'ordre de 30 ppm. Donc le sigma TMS, c'est à peu près 30 ppm. Ça, c'est quelques exemples. Moi, je vais passer. Si, quelques exemples. Donc, ça, c'est les déplacements chimiques d'hydrure. Donc, ces exemples-là, sur cette figure-là, ce sont des hydrures dans différents complexes de métaux de transition et même dans des petits agrégats ici. Donc, c'est tous ces composés ici. Pourquoi j'ai pas, mais ouais. Donc c'est par exemple ici c'est cela là sur un tétraèdre, ici c'est lui, là c'est où, je sais pas le voir. Bon là c'est ces deux là c'est ça, là c'est cela, là j'arrive pas à le voir. Ah mais si, mon métal il est là, c'est lui, etc. Donc c'est les déplacements chimiques des hydrures. Les hydrures ont un déplacement chimique négatif. Donc les hydrures, ils ont un déplacement chimique qui est négatif, c'est la signature Rmn d'un hydrure. Un hydrogène lié à une surface, c'est pas la théorie ça, c'est l'organométallique, de l'inorganique. Donc les hydrures ont un déplacement chimique négatif. Vous voyez, les déplacements chimiques s'étalent entre moins 20 et à peu près moins 5 ppm, suivant le cas. D'accord? Donc ils sont très blindés, comme ils sont hydrures, hein, ils n'ont pas un caractère protonique, ils ont plutôt un caractère H-, donc ils sont fortement blindés. Déplacement chimique négatif, ça veut dire qu'ils sont fortement blindés. Donc vous retrouvez ici, et vous avez les déplacements, alors juste des constantes d'écran qui ont été faites, mais ça revient au même, et vous avez une très bonne corrélation théorie-expérience. On peut dire très bonne corrélation théorie-expérience. Vous voyez par exemple sur les agrégats, ici, sur ces agrégats, ce sont des agrégats comme ça, c'est eux, vous avez des constantes d'écran qui sont très élevées, 45 à 50 ppm. C'est ça le blindage, c'est la constante d'écran qui est forte. Constante d'écran forte, blindée, déplacement chimique faible. Donc vous avez ici une constante d'écran qui est forte, donc là vous avez des H très fortement blindés sur ces agrégats, ici. Donc forte constante d'écran, déplacement chimique très négatif, d'accord, moins 20 ppm. Et vous avez là sur d'autres composés qui sont plus des complexes moléculaires, vous avez des hydrures qui sont beaucoup moins blindées, qui ont un caractère hydrure de moins en moins marqué. Donc là c'est un faible blindage. D'accord, donc vous ferez des calculs comme ça, pas sur des complexes moléculaires, sur des molécules organiques. En TP, vous ferez le 5-fluorouracine, qui est un composé anticancéreux. Je saute cette partie. C'est intéressant, mais vous n'en ferez pas. C'est la Rmn du deutérium. Je saute cette partie. Et je vais prendre 5 minutes de plus pour faire cette partie potentielle redox. Alors pourquoi je fais cette partie-là? Parce que je n'ai pas encore bien réfléchi à tout, mais vous entendrez parler de réaction redox. J'ai rajouté ça cette année, parce que vous entendez parler de réaction redox normalement pour votre TP, le SR5, c'est le 5, c'est ça? Vous allez entendre parler de potentiel redox. Et donc je pense que pour ceux qui vont faire le SR5, je vais vous proposer un thème de recherche, en fait, un thème d'exploration pour les TP de modélisation autour du calcul de potentiel redox. Donc même si, je vais essayer de vous présenter ça. Donc potentiel redox, mais c'est une petite révision pour tout le monde, ça ne fait jamais de mal.
Alors, je vous rappelle que dans une réaction d'oxydoréduction, vous avez, ce que j'ai rappelé ici, vous avez un transfert d'électrons depuis une espèce, le réducteur, jusqu'à une autre espèce qui est l'oxydant. Et donc, vous savez bien que dans une réaction d'oxydoréduction, vous avez généralement dans un dispositif, vous avez deux cellules, deux demi-cellules, on appelle ça half cell, deux demi-cellules, et dans chaque demi-cellule, en français je pense qu'on dit cellule tout court, dans chaque cellule, chaque demi-cellule, vous avez une demi-réaction. Les anglo-saxons, ils disent à la fois demi-cellule, comme nous, on dit demi-réaction. D'accord ? Donc, dans chaque demi-cellule, vous avez oxydant plus électron, donne réducteur. Voilà. Et généralement, ça se fait dans l'eau, mais pourquoi pas dans le DMSO, dans autre chose, dans le solvant. Là, j'ai considéré le cas dans l'eau. Donc, vous avez d'un côté, par exemple, là j'ai pris ce qu'on appelle une cellule galvanique, hein, une réaction galvanique. La réaction galvanique, vous avez au niveau de l'anode, c'est une anode de zinc. La cathode, c'est une cathode de cuivre. L'anode de zinc finit par être grignotée parce que vous avez des ions zinc de plus qui passent dans la solution, et la cathode de cuivre finit elle au contraire par augmenter, par gagner du volume. Pourquoi ? Parce que vous avez dans la solution des ions cuivreux, on dit quand c'est Cu2+. Oui, c'est cuivre, mais on dit cuivreux, c'est ça. Hein, c'est des ions cuivreux, Cu2+, les Cu2+. C'est des ions cuivreux qui sont en solution et qui viennent donc à cause du transfert d'électrons. Vous avez des ions cuivreux ici qui gagnent les 2 électrons apportés par le zinc qui lui cède ces électrons et qui donnent donc du cuivre qui vient se déposer sur l'électrode solide. Voilà, donc ça ce sont vos 2 demi-réactions, les 2 half cells. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, je veux une question, il faut faire une distinction entre le potentiel redox et ce qu'on appelle l'affinité électronique ou l'énergie d'ionisation, en termes de définition rigoureuse. Puisque dans cette réaction ici, j'ai bien une ionisation, l'oxydation du métal, c'est une ionisation du zinc. Le zinc est ionisé, avec des électrons qui vont passer dans la phase gaz. Dans la phase gaz et puis après dans l'électrode, en fait. Le cuivre, vous avez une réduction du métal. Donc formellement, ça correspond à une notion d'affinité électronique ou d'opposé de l'énergie d'ionisation. Donc il faut bien faire attention entre l'affinité électronique et énergie d'ionisation et les potentiels redox. Puisque la définition formelle d'une énergie de première ionisation, c'est une réaction de ce type, composée qui donne A+, plus d'électrons, mais en phase gaz, et non pas en solution. En phase gaz, et à 0 Kelvin. L'affinité électronique, ça correspond à la variation d'enthalpie, à l'opposé de la variation d'enthalpie de cette réaction. Un composé plus un électron qui donne A-. Donc attention, où ça c'est en phase gaz, et ce sont des enthalpies à 0 Kelvin, que je peux calculer. Je peux les calculer, puisque je peux calculer l'énergie interne à 0 Kelvin plus ZPE, d'accord ? Et donc je peux calculer H standard, qui est égal à l'énergie interne à 0 Kelvin, plus la ZPE plus PV. H égale U plus PV. Ok, pardon. C'est l'énergie DFT, plus la ZPE, ça c'est l'énergie interne à 0 Kelvin, plus PV. Donc ça, je peux le calculer. Mais si je fais ça en phase gaz, ce que je vais calculer, c'est des énergies d'ionisation et des affinités électroniques. Ce n'est pas des potentiels redox. Donc, je ne peux pas faire ça en phase gaz. Il faut que je traite le solvant. Si je n'ai pas le solvant, je ne calculerai pas ce qu'il faut. Si je veux un potentiel de réduction, par exemple, puisque dans les tables, c'est ce qu'on trouve, ben, je vais considérer cette demi-cellule, de façon générale, où j'ai un oxydant, mettons en phase aqueuse, en solvant, plus un électron qui va donner le réducteur, chargé négativement. Vous connaissez de façon générale, ça c'est de la thermo. Vous savez que le delta G de cette réaction, c'est le delta G standard, hors équilibre, hein, je suis hors équilibre. Je fais une réaction de pile, je suis hors équilibre. Je tends vers un état d'équilibre. Mais quand j'ai une pile, elle fonctionne hors équilibre.
Donc mon delta RG, c'est delta RG standard plus RT fois le log du quotient de réaction, log de pi. Or, si j'ai cette réaction-là, ce delta RG, alors j'ai oublié que j'avais du pH éventuellement H3 ou plus, j'ai fait le plus simple. Donc ce delta RG, ça va être delta RG standard plus RT fois le log de l'activité du réducteur divisé par l'activité de l'oxydant. Et vous savez, grâce à la loi de Nernst, qu'il y a une relation entre cette énergie libre delta G et ce qu'on appelle le travail électrique maximal, c'est-à-dire le potentiel redox, le travail électrique maximal qui peut être fait par cette demi-réaction, dans cette demi-cellule. Et delta Rg, c'est moins petit n, qui est le nombre d'électrons échangés, fois la constante de Faraday, 96 500 coulombs, fois le potentiel redox. Et d'où on peut en déduire le potentiel, cette équation finale, l'équation de Nernst, qui est que le potentiel du couple oxydant-réducteur, c'est le potentiel standard qui est relié au delta G standard, plus RT sur NF fois le log de l'activité de l'oxydant divisé par l'activité du réducteur. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez vu à un moment donné quand vous avez fait la réaction redox. Ben moi, je sais calculer à peu près tout ça. En tout cas, je sais au moins calculer ça. Je sais à peu près calculer ça. Donc, je sais au moins calculer le potentiel standard. Puisque si je suis à l'équilibre, vous avez le potentiel redox qui vaut 0. Et donc, si vous reprenez votre équation précédente, potentiel redox est égal à 0. Donc, vous avez le potentiel standard qui est égal à RT moins RT sur NF fois le log de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur à l'équilibre. C'est la thermo de base. Et donc, vous avez cette équation-là, dans laquelle vous avez ici le delta G standard d'une réaction. Et donc, ce que j'ai essayé de vous montrer à un moment donné, c'est que je peux calculer des G des enthalpies libres standard. J'ai ça, moi, dans mon... Donc ça, vous pouvez le calculer avec Gaussian. Je mets une étoile ici. À condition de simuler la présence d'un solvant. À condition de simuler la présence de solvant. Et donc ça, je vais pouvoir le faire. Alors après, c'est pas complètement fini, parce que ce qui est généralement caché quand vous exploitez des tables de potentiel redox, on vous dit toujours que la référence, c'est l'électrode à hydrogène. Et moi, c'est comme la RMN. D'accord? Donc tous vos potentiels redox sont définis par rapport à l'électrode à hydrogène. Et moi, j'ai besoin de calculer l'électrode à hydrogène. C'est comme à RMN, j'ai besoin de calculer le TMS. Là, j'ai besoin de calculer une électrode à hydrogène. Donc, ce qui est caché, ce que j'ai mis ici, c'est que ce qui est généralement caché dans ces définitions, c'est que le potentiel standard d'une demi-cellule, quel qu'il soit, il est défini par rapport à ce qu'on appelle la SHE, la Standard Hydrogen Electrode, l'électrode à hydrogène standard, d'accord, qu'on définit comme étant 0 volts. Elle est là, l'électrode à hydrogène, hein, vous l'avez ici. C'est avec une électrode de platine qui est définie arbitrairement. Ça, c'est les définitions que vous prenez dans n'importe quel bouquin d'électrochimie. Vous avez ça. La SHE, elle est définie arbitrairement à 0 volts. Donc, tout ce qui est dans les tables, dans les bouquins d'électrochimie, c'est avec un SHE à 0. Alors, c'est pas très grave, hein, parce qu'on ne s'embête pas. Pour le potentiel standard, en fait, on ne va pas chercher à le calculer. Donc moi, quand je vais vouloir calculer le potentiel standard d'une cellule, ce que vous, dans les tables, vous connaissez comme étant le potentiel standard redox, je vais utiliser le potentiel standard calculé, calculé avec Gaussian, et je vais enlever ça, et je crois que je l'ai mis ici, je vais enlever le potentiel standard de l'électrode standard à hydrogène, qui n'est pas une mince affaire à calculer. C'est très compliqué de calculer ce truc-là. Et donc, il y a une valeur qui fait fois. D'accord? Il y a une valeur qui fait fois, qui est 4,28, je crois. 4,28 volts. Donc, on utilisera 4,28 volts. Donc, concrètement, vous allez calculer le delta Rg standard d'une réaction avec Gaussian.
Vous allez ensuite prendre l'opposé. Vous allez diviser par petit n fois la constante de Faraday. Et vous en déduirez le potentiel standard, lui. Et pour connaître ce qu'on appelle le potentiel de la cellule, vous enlèverez 4,28 volts. Et pour la suite, donc moi je vous ai donné un truc général. Donc pour la suite, parce que je ne veux pas retenir tout le monde, pour ceux qui seront amenés à faire le SR5, je vous enregistrerai une petite vignette exprès pour vous dire plus précisément comment il faut mettre les mains dans le cambouis. D'accord? Donc moi j'ai prévu quelques transparents de plus. Donc la partie SR5, uniquement pour eux, pour que vous puissiez faire quelque chose et exploiter, moi je vous donnerai des listings tout près, pour que vous puissiez exploiter ces valeurs pour le SR5. Je vous mettrai 10 minutes de commentaires et je vous mettrai quelques exemples. Je vous mettrai quelques exemples pour vous dire comment on fait. D'accord? Bon voilà, donc c'est fini. Sur la partie potentiel redox, par rapport à l'examen terminal, vous pourrez avoir des petites questions simples jusqu'à ce que je vous ai indiqué là, mais ça sera vraiment extrêmement simple. D'accord? Ça sera du genre, si je veux calculer un potentiel redox, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les ingrédients de base ou quels sont les... Voilà. Si vous ne me dites pas qu'il faut quelque part traiter le solvant, c'est que vous êtes passé à côté du truc. D'accord? Si vous me dites, je calcule, mettons, l'oxydant et la molécule, et par exemple la molécule oxydée, point barre, je les optimise. Si vous ne me dites pas qu'il faut avoir d'une façon ou d'une autre traité le solvant, c'est que vous n'avez pas compris quelle est la différence entre potentiel redox et énergie d'ionisation, par exemple. Ça s'arrêtera là. D'accord? Ça s'arrêtera là. Pour les SR5, il faudra que vous mettiez les mains dans le cambouis. Donc je vous enregistrerai une vignette à part. Comment? Normalement, sur tous ces points-là, sur les aspects les plus chimiques, vous en savez plus que moi. Vous pouvez, je sauve juste ça.